J'avais 17 ans. Tout me semblait simple. Et comme beaucoup, j'avais le désir de consacrer ma vie à quelque chose qui en vaille la peine, d'en faire, comme je disais, quelque chose. La résistance fut un engagement en ce sens. Ma mère était ici à Bréa, sage-femme de Lille. C'est-à-dire que mes parents ont vécu à Paris jusqu'en 1936. Mais mon père, qui était pédiatre, était très malade suite à sa pleurésie, de la tuberculose, les gaz qu'il avait eu en 1914. Donc il était obligé de reprendre une retraite anticipée. Et on s'est replié sur cette maison qui était la maison de ma grand-mère, ici à l'île de Bréa. Ma grand-mère habitait Saint-Brieuc. Voyez. Alors c'est comme ça qu'on s'est trouvé à Bréa, que mon père a arrêté de travailler, mais a continué à rendre service à la population et avait une petite consultation pour les bébés malades de la région. Ça, c'était une tradition familiale de dévouement, de générosité. D'ailleurs, quand il était à Paris, il travaillait dans plusieurs dispensaires, en plus de sa clientèle. Et alors, ma mère, ici, est devenue sage-femme de Lille, car il n'y avait pas de médecin permanent, il n'y avait pas de sage-femme sur l'île. Et elle a joué ce rôle, elle a mis au monde une centaine de jeunes bréatins. Mes parents, c'était, je dirais, des patriotes authentiques, puisque l'un et l'autre avaient participé de façon très active à la guerre de 14. Mon père était invalide de guerre. Donc il souhaitait reprendre la lutte contre l'occupant. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Le message du général de Gaulle du 18 juin, très peu l'ont entendu. Et moi, je ne me souviens pas du premier jour, mais il est repassé après. Et vraiment, ici, on a été parmi les tout premiers à entendre l'appel et à essayer d'y répondre. Et c'est comme ça que ça s'est organisé, avec l'idée que le combat n'était pas fini et qu'il fallait absolument trouver les moyens de se battre. On cherchait surtout à s'engager. On a donc aidé à trouver des bateaux pour que les gens puissent partir. Mais quelquefois, on nous demande quand est-ce que vous avez adhéré au réseau. Mais adhérer, c'est nous qui les avons créés, ces réseaux, au départ, tout à fait, dès 40-41. Il n'y avait pas de réseau, c'était nous qui faisions la résistance très spontanément. À 17 ans, Yvette Villebord devient Marie-Jo dans la clandestinité. Elle s'engage aux côtés de sa mère Suzanne Villebord, alias Sidonie. Mon action plus personnelle se situe à Tréguier d'abord. C'était au printemps 41. Une de mes camarades de classe m'a signalé 2 Anglais qui étaient cachés vers la Roche-des-Riens et qu'il fallait absolument faire partir. Et l'un des deux, qui s'appelait Harry Paul, est venu avec moi. Je l'ai convoyé jusqu'à Bréa en bicyclette. Et là, il est resté quelques jours, le temps de lui trouver les faux papiers et les coordonnées nécessaires à son évasion. Ça s'est constitué petit à petit en groupe de résistance. Et alors, ma mère a rassemblé une série de personnes que nous avons connues directement ou par relation pour constituer un petit groupe de 14 personnes, à Tréguier, à Lannion, à Saint-Brieuc, dans toute la région. Et alors, on essayait de joindre Londres. Le contact était long à venir et on a trouvé ce subterfuge. Il y avait une jeune femme qui partait rejoindre son mari, qui était marin, en Afrique du Nord. Elle avait donc un laissez-passer, tout à fait régulier. Elle avait un enfant et on a acheté un petit canard en peluche qu'on a décousu en partie et dedans il y avait une lettre adressée au général de Gaulle en disant qu'on était à la disposition de la résistance, enfin on était décidé à œuvrer pour la libération de notre pays. Et puis on a recousu le canard et il est parti. Et quelque temps après, on a eu le grand plaisir d'entendre à la radio le message qu'on avait prévu disant que le contact était bien établi. Et peu de temps après, on a reçu effectivement un émissaire de Londres. À la demande de Londres, l'une des premières missions de la bande à Sidonie est de recueillir des renseignements sur les défenses côtières mises en place par les Allemands entre Morlaix et Saint-Brieuc. Les plans des défenses côtières et des terrains d'aviation
le contact de Londres nous avait demandé d'insister sur les terrains d'aviation. Il fallait surveiller ces terrains, et ce qui est intéressant, c'est que certains de notre groupe étaient entrepreneurs. Et quand ces terrains avaient été bombardés, ils étaient demandés pour faire des réparations. Donc en même temps, ils faisaient des relevés et ils disaient ce qu'il y avait comme armement sur les terrains. Alors ces plans étaient regroupés par ma mère et étaient apportés soit à Saint-Brieuc, où je venais les chercher, ou bien moi je venais directement à Bréhat de temps en temps les prendre. Il faut vous dire aussi qu'il y avait, vous le savez bien, une zone interdite, et que, étant étudiante à Rennes et ayant ma famille sur la côte, j'avais un Oswes, que j'ai d'ailleurs toujours, je l'ai gardé, j'ai eu la chance de pouvoir le conserver. Donc je passais, pas librement, puisque c'était contrôlé, mais enfin les plans étaient cachés entre mes cahiers d'anatomie ou de physique, vous voyez, et ils ne m'ont jamais remarqué. Ils contrôlaient mon papier, on ouvrait mon porte-documents ou ma valise, et puis se passait, j'avais l'air innocent. Vu l'ampleur et l'efficacité de son action, la bande à Sidonie est intégrée fin 1941 au réseau de résistance Georges-France 31 qui travaille déjà directement avec l'intelligence service britannique. À Rennes, il y avait Turban, qui était l'ingénieur à la gare, qui avait donc sous les yeux les transports de troupes, qui était un poste extrêmement intéressant. C'était le responsable du réseau Georges-France 31 de Bretagne. Bon. Avec lui, il y avait le radio qui émettait, qui était Louis Ledeuf. Eh bien, ce travail de renseignement a fonctionné, je dirais bien, jusqu'au début de 1942, où Turban et Louis Ledeuf ont été arrêtés. Ils ont été dénoncés par infiltration du réseau. Un mois plus tard, le 22 mai 1942, c'est tout le groupe, infiltré par un agent double, qui tombe aux mains de la Gestapo. Marie-Jo est arrêtée au petit matin, dans sa chambre d'étudiante, à Rennes. Alors, je ne me rendais pas encore tout à fait compte de la gravité de ce qui arrivait. J'ai pourtant eu tout de suite l'impression que tout un pan de ma vie s'arrêtait. C'était un mur. Là, je note. J'ai l'impression que toute une partie de ma vie vient de se clôturer, que quelque chose de très grave commence. Angoisse, détachement, coupure avec ce qui tombait déjà dans le passé. Quand nous partons, je ferme la porte de la maison où j'avais vécu, travaillé, lutté. Je la ferme comme un livre dont on a lu la dernière page. C'était l'arrestation. Ce jour-là, ma mère avait des renseignements très importants sur sa table. Alors, avec beaucoup d'astuce, elle a demandé l'autorisation de se coiffer. Et elle avait un fer qui chauffait sur un fer à friser, qui chauffait sur une petite lampe à alcool. Et un fer, normalement, on met un petit papier léger pour voir s'il n'est pas trop chaud. Elle a chauffé le fer un peu trop fort et elle a brûlé comme ça les papiers compromettants qu'elle possédait. Ça demandait beaucoup d'astuce et de sang-froid. Et plusieurs d'entre nous ont eu des astuces au moment de leur arrestation, mais malheureusement, la Gestapo possédait déjà beaucoup d'informations contre nous. Moi, je croyais avoir été arrêtée seule dans ma chambre d'étudiante à Rennes, et il m'emmène à la prison, et le lendemain matin, il me dit « Vous êtes en transport ». Je descends et j'ai vu les 13 autres. Alors j'ai compris d'où ça venait. J'ai vu mes deux parents là. Alors là, on était emmenés à Angers, où c'était un grand centre d'interrogatoire et d'instruction de l'Abwehr, à Angers, qui était une prison uniquement militaire. Il n'y avait pas de gardienne femme, par exemple. Et là, on est resté 2 mois et demi avec les interrogatoires. Et là, j'ai quelques notes sur cette impression forte, parce que c'était vraiment la première cellule vraiment impressionnante. Cellule 31. Une énorme porte de bois brun, 3 grands verrous, une serrure. Le bruit de ces verrous, de cette clé, on ne peut jamais l'oublier. Le 17 juillet 1942, l'ensemble du groupe est transféré à Paris. Les hommes sont incarcérés à Fresnes, les femmes à la prison de la Santé, dans la 11e division punitive. Les femmes ont été emmenées à la Santé,
Là, vraiment, c'était des cellules ignobles, avec plein de punaises, et il n'y avait pas d'eau. Les cabinets, c'était un siège de ciment qui donnait directement sur les égouts. Je me souviendrai toujours, j'avais au-dessus de moi un violoniste et un musicien. Et le soir, il m'appelait par cet horrible trou de cabinet où il remontait des rats, où ça sentait des odeurs atroces. Et il me disait, ma petite Marie-Jo, qu'est-ce que tu veux que je te chante ce soir? Et alors je lui disais, chante-moi la petite musique de nuit de Mozart. Alors je ne sais pas si vous imaginez l'ambiance là. Mais c'était là le matin qu'on venait chercher les otages pour le Mont-Valérien. J'ai connu des gens extraordinaires. Vous en avez vu partir? Ah, pas tout le temps. J'ai vu des grands procès. Ma voisine de cellule était France Bloch. Et c'est une jeune femme qui avait à peine 30 ans et qui a été décapitée en Allemagne, après. Et tous les hommes de son procès ont été fusillés. Et il disait qu'ils étaient généreux, qu'ils n'exécutaient pas les femmes. Et en vérité, c'était pire, je dirais, parce qu'au moins les hommes ont été fusillés ensemble au Mont-Valérien. Et elle, ils l'ont emmenée toute seule en Allemagne et elle a été décapitée. Et quand il y a eu le procès justement de cette France Bloch ou d'autres, au moment où il apprenait la condamnation à mort, il les ramenait à la prison et toute la division chantait la Marseillaise. C'était une ambiance extraordinaire. Et on ne peut pas, moi je garde un souvenir extraordinaire, car il y avait une espèce d'amitié, de solidarité. Je crois que je n'ai jamais vu les êtres humains aussi grands que là. Alors à la fin, ça devait être à la fin de l'hiver, vers mars, par la 43, lors de la dernière interrogatoire, on nous a dit considérez-vous comme condamné à mort. Vous avez des motifs d'exécution. On a exécuté vos chefs, disent-ils. Ce qui n'était d'ailleurs pas vrai, puisque Turban est mort Struthoff. Et on a vu apparaître sur notre porte les deux lettres NN. Nous ignorions totalement ce que c'était. Et par la suite, j'ai appris ce que c'est. C'était Nacht und Nebel. C'est une catégorie de prisonniers, nuit et brouillard, qui ne devaient jamais rentrer vivants. On a d'ailleurs une série de textes qui expliquent que ça serait une faiblesse, même que les familles connaissent la date de la mort de ces gens, parce qu'ils pourraient faire des manifestations sur des plaques sur leur tombe. Voilà ce qu'étaient les NN. Et je l'ai ensuite appris de façon plus précise quand je me suis trouvée à Ravensbrück, parce que nous avons eu un bloc spécialement consacré aux NN, dans lequel nous étions. Et les Allemands disaient c'est le bloc des Schwerpolitik, c'est-à-dire les politiques dures. Le 27 juillet 1943, Marie-Jo et sa mère font partie d'un convoi de 58 femmes condamnées à la déportation. Nous étions 58 femmes. Nous étions donc rassemblées, on s'est retrouvés là, plus tout un ensemble de femmes qui étaient à peu près par moitié des communistes, classés francs-tireurs, terroristes, enfin, et l'autre moitié des résistantes, gaullistes, différentes tendances, qui avaient été jugées, enfin condamnées pour fait d'espionnage, d'aide à l'ennemi, etc. Alors on est donc parti de la gare de l'Est, et on est arrivé d'abord à Saarbrück, où on est resté 2 jours dans une prison. Et ensuite, on a été jusqu'à Berlin, où on a attendu une demi-journée, car ils ne savaient pas si on devait aller dans un camp de l'Est, en vérité on l'a su après, c'était Auschwitz, ou dans un camp qui était au nord de Berlin, qui était Ravensbrück. Finalement, on a été dirigé sur Ravensbrück. Alors, on est arrivé à Ravensbrück en fin d'après-midi, le soir, et là, dans le camp, c'était le moment où les commandos rentraient du travail. Et on a vu passer des femmes squelettiques, le teint gris, jaune, avec des pelles sur le dos, des habits rayés, déchirés, et on se disait, tiens, il y a un bagne à côté. Et sans réaliser que nous allions être ces femmes-là. Alors on est passé à la douche, on nous dépouille de tout, on nous a remis les numéros, on a oublié notre nom et on est devenus des numéros, des Stück, des pièces, comme ils disaient. Et on a été dans une baraque de quarantaine, mais dès le lendemain, le camp était puni, on a passé la matinée à marcher en rond autour du camp,
Un marché 5 par 5 avec en tête de colonne des Allemandes qui chantaient des chants allemands. C'était le premier jour. Et ensuite, on a fait du terrassement. J'ai été utilisée à ces très gros travaux. Et également à faire les routes, des routes autour du camp. On étalait le mâche-fer et on traînait des rouleaux compresseurs dessus. C'était les premiers travaux. On avait une sirène qui nous réveillait à 3h20 le matin. Et là, c'était la bousculade pour essayer d'avoir un robinet avec un peu d'eau pour tenter de se laver. Et puis on recevait un quart de quelque chose qu'ils appelaient du café. Et on sortait à la pelle, dehors, pour nous compter. Alors ça pouvait durer très longtemps parce que il y avait des mouvements, des femmes qui partaient en commando, etc. Il fallait qu'ils aient le nombre exact. Et on était plantés immobiles dehors, et l'hiver avec des froids de -30. Et ensuite, on partait au travail. Alors donc, je vous parlais de ce genre de travail, dur, de terrassement ou autre. Mais au bout de quelques temps, j'ai été embauchée chez Siemens. C'est-à-dire qu'ils ont pris un groupe de femmes assez jeunes, même très jeunes. On nous a fait passer des tests, et j'ai été retenue, je ne savais pas du tout pourquoi. Et on nous a emmenés dans une baraque de travail, qui était une baraque de Siemens. Il y avait tout un groupe de baraques là qui travaillaient dans le camp, mais pour les usines Siemens, avec des contremaîtres civils. Alors moi je faisais des petites pièces électriques qui étaient pour des interrupteurs, je pense que c'était pour les avions. C'était très fin, à un moment j'ai travaillé, j'avais été sélectionnée pour travailler sur des écrans lumineux, avec des réglages de petits appareils très très fins. C'était au 10e de millimètre près, avec des toutes petites pinces, c'était un peu de l'horlogerie. Et j'ai travaillé là plusieurs mois. Alors, bon, ensuite, c'était l'heure du déjeuner, si l'on peut dire, et on recevait une soupe qui était faite avec des côtes de choux ou du rutabaga, ou des sortes de raves, donc très très peu nourrissant, et puis on retournait jusqu'au soir travailler. On rentrait au camp et on faisait de nouveau l'appel, et ensuite on recevait un morceau de pain avec ou un petit saucisson ou un petit cube de margarine. Et puis on allait se coucher. Se coucher, on avait des chalits à 3 étages, au début une femme par paillasse, et puis il y en a eu 2, puis 3, jusqu'à 4 femmes par paillasse. Vous voyez, donc impossible de dormir, entrecroisé, grouillant de punaises, et puis ça reprenait le lendemain matin. Alors à l'automne, ça a été les pluies, et pendant des jours et des jours, je n'ai pas eu un fil de sec sur le dos. C'était presque aussi pénible que le froid. Et, on remettait la robe mouillée le matin, ça recommençait. La durée, vous voyez, la durée, c'était terrible, toujours recommencer pareil. Et puis sont venus les grands froids, et je vous dis, à un moment, quand je travaillais chez Siemens, on passait devant un bureau où il y avait un grand thermomètre dehors, et pendant tout le mois de janvier, c'était le janvier 44, il a fait des froids de -30. Vous voyez. Alors pendant l'appel, les femmes tombaient gelées, c'était infernal. Et ça, c'était le quotidien. En plus, il y avait les punitions. Alors, il suffisait de peu de choses pour être puni. Par exemple, un genre de punition typique. Pour les toilettes, pour nos besoins, il y avait des sièges communs de cabinets dans les baraques, mais il y en avait une dizaine pour des baraques de 500 à 1000 personnes. Il y en avait souvent de bouchées. Et les femmes avaient de la dysenterie. Alors elles avaient tendance à faire leurs besoins derrière le bloc. Et à ce moment-là, les SS ou les capots passaient, et quand le bloc avait la tête sale, on était punis, ils nous traitaient de tous les noms, tous les injures en allemand. Et punis, ça pouvait être planté une journée entière dehors, sans soupe. Je me souviens que le jour de Noël 43, on est resté toute la journée dehors, sans soupe. Et ils avaient mis sur la place d'appel un petit sapin, vous voyez, pour eux. Ça, c'est le camp. Nous étions embauchés dans ces baraques Siemens, surveillés par des contremaîtres civils, et les SS, on avait toujours nos gardiens en même temps. Les deux étaient ensemble, alors ils ne pouvaient pas dire qu'ils s'ignoraient. Mais alors, donc, on voulait freiner la production au maximum. Mais si on
faisait sauter une machine et que ça se voyait. Comme ça s'est produit. Ça s'est produit par exemple dans des femmes qui avaient été envoyées au dehors dans des grandes entreprises. Et une fois, elles ont fait sauter une grosse machine et là, elles ont été pendues. Vous voyez, donc il fallait faire très attention. Mais nous, on avait des petites machines électriques. Et moi, j'avais trouvé un truc qui était de tirer sur les gaines au moment où le fil électrique rentrait dans la machine, petit à petit, et pour user le fil qui était à l'intérieur, vous voyez, et puis je réenfonçais la gaine, et puis la machine continuait à fonctionner, et au bout d'un certain temps, elle sautait. Et à ce moment-là, j'avais trouvé le contremaître, au chef de la baraque, il disait naïvement, machine capote. Et il réparait. Mais d'une façon très concrète, ce que j'ai vécu à Ravensbrück a été découvert d'ailleurs dans les archives qui, au moment de la libération, ont été rassemblées par nos camarades. Il y avait des Françaises et d'autres nationalités d'ailleurs qui, parlant bien allemand, étaient utilisées dans les bureaux. Alors voilà ce qu'on a découvert. On savait que les camps appartenaient au SS en général. Mais notre camp de Ravensbrück était la propriété privée d'Himmler lui-même. Alors, imagine la situation, Himmler, propriétaire d'un terrain vague qui ne rapporte rien, car Ravensbrück était un terrain assez marécageux, près d'un lac, en face de la ville de Fürstenberg. Donc, un terrain improductif. Il est malin et il installe dessus un camp de concentration. Et il le fait rapporter, c'est-à-dire qui demande à des entreprises telles Siemens, ou d'autres d'ailleurs, d'installer dans le camp des baraques qui vont fabriquer différents produits. Pour nous, c'était genre interrupteur de radio, téléphone, etc., tout ce qui concerne Siemens. Il s'installe dans le camp, il y met des contremaîtres civils. Et il loue à Siemens sa main-d'œuvre, c'est-à-dire des femmes prisonnières déportées. 200, 300, 400, je ne sais pas combien on était à l'époque, qui est loué à très bon compte, parce que Siemens aurait payé beaucoup plus des travailleurs libres. Mais d'un autre côté, comme on n'était presque pas nourris et presque pas vêtus, c'était des profits considérables pour Himmler. Donc, le grand capitaliste fait des bénéfices sur son corps. Mais d'un autre côté, Himmler a une autre main comme chef de la police. Et là, son but, c'est de faire mourir ses prisonnières. Donc, c'est très commode. Il les confie à Himmler, capitaliste, qui les épuise à mort. Et les deux fonctions se serrent les mains. J'ai donc travaillé tout cet hiver-là, 43-44 chez Siemens, jusqu'à l'été. Et en septembre, fin septembre, j'ai changé de travail. Et à ce moment-là, on n'a plus tué les bébés qui naissaient au camp. Car quand il y a un camp de femmes, il y a des femmes déportées enceintes, évidemment. Alors ces femmes accouchaient dans des conditions d'ailleurs terribles, dans une pièce où il n'y avait même pas d'électricité, à la lueur d'une bougie. Avec une Allemande d'ailleurs, puis ensuite ça a été je crois que ça a été une Tchèque, enfin, qui était une sage-femme qui aidait les femmes à accoucher. Et ensuite on m'a porté le bébé dans cette pièce, à partir du moment où ils les ont gardés. Mais jusqu'à cette époque-là, à la naissance, les bébés étaient tués. D'autres médecins-chefs préféraient des avortements quand il y avait des femmes enceintes. Pendant toute une période, les enfants étaient tués à côté du lit de la mère. Et pour alimenter ces enfants? Alors là, quand on a commencé à la garder, au début, donc en octobre 1944, les mères venaient leur donner le sein. Alors je vous disais, la nourriture inexistante, donc elles n'avaient pas de lait, ou très peu de lait. Alors finalement, une de nos camarades qui était médecin, une Tchèque, qui travaillait à l'infirmerie, c'est-à-dire ce qu'on appelait le réveil central, a fini par obtenir un pot de lait en poudre tous les jours, avec 2 biberons. Mais dans cette petite pièce, nous avions de 20 à 30 jusqu'à 40 bébés couchés en travers des chalits. Donc on a alerté la solidarité du camp. Je dois dire que ceux qui sont survivants, on le doit tous à des gestes de solidarité, de soutien de camarades. Là. Et alors partout, on a ramassé des bouteilles, des petites bouteilles. On en a eu 10, mais il fallait des tétines. Et là encore, ça a été le courage d'une des infirmières du Réveil qui a permis d'avoir des tétines. Elle est rentrée dans le bureau du médecin-chef et elle a volé une paire de gants de caoutchouc.
ce qui a fait 10 doigts, dit Tétine. Les enfants meurent jour après jour. Nous voyons disparaître les petits auxquels nous étions attachés. J'ai appris à connaître la Keller des morts, c'est-à-dire la morgue. Chaque matin, un jour Becca, un jour moi, allons porter les morts. Il faut déshabiller les bébés, les rouler dans un chiffon. Comme c'est affreux, ces petits corps mous et blancs. Cela fait mal à toucher. C'est si anormal, une vie échappée dans son premier et tendre élan. Je pars, je traverse le révire, et de l'autre côté, près du mur d'enceinte, à la base d'une butte de terre, il y a une lourde porte moyenâgeuse. Je descends quelques marches. Je tire le lourd verrou, tout est noir. À tâtons, il faut descendre. Mes sabots claquent avec un bruit étouffé sur les marches de pierre. L'air lourd, humide, fade dit la mort. Toute l'atmosphère en est saturée. L'être physique s'en révolte avant même que l'esprit sache. Enfin, en bas, ma main glisse sur la gauche et trouve le bouton électrique. Ce que les yeux voient est impossible. Que fait ici un être vivant? Des femmes sont là, nues, raides, décharnées, ventre creusé sous les côtes, pleines de terre, de sang dans différentes positions. Mais ce qui semble terrible, ce sont ces yeux vides qui fixent, ces bouches grandes ouvertes qui crient et crient la mort. Ces mortes sont affreuses. Il n'y a aucune paix ni calme sur leur visage. Tout le symbole de la mort au camp, par amoindrissement, par misère, crie dans leur bouche. Mes pauvres bébés, eux, paraissent dormir. Je les étends tout près d'une femme à leur vraie place, soit sur une civière posée au milieu, quand l'aspect des fers me semble trop repoussant. En me retournant, je peux voir des dents en or arrachées de ces bouches grimaçantes rangées sur une table. Dehors, l'air paraît étonnamment pur. Il me semble un instant renaître. La mère de Barbara, très malade, meurt. J'aime Barbara, un peu, je crois, comme une mère. Ses immenses yeux bleus cherchent une protection que je peux à peine lui donner. Nous la sauvons d'une mauvaise pneumonie. Pendant toute une soirée, je lui fais des enveloppements mouillés pour soulager son étouffement. Il y a un tel désespoir dans son regard. Au bout de quelques semaines, une crise de dysenterie l'emporte. Tout semble m'abandonner. La vie est lourde, trop lourde, impossible. Nous luttons tellement contre une mort implacable, certainement. Le soir, je rentre avec une fatigue de vieillard, portant en moi ces morts d'enfants, ces sanglots des mères et le poids énorme de cette responsabilité dont je ne peux matériellement remplir toutes les charges. J'ai souvent considéré que Barbara était mon premier enfant. Alors, pendant peut-être 10 ans, je n'ai pas parlé de Barbara, mais j'avais écrit l'histoire de Barbara. Je ne voulais pas qu'elle s'efface. Et par exemple, il y a une chanson de Prévert, « Rappelle-toi Barbara, il pleuvait sur Brest ». Je ne pouvais pas entendre cette chanson, je me sauvais en pleurant. Oui. Et quand j'ai eu mon premier enfant, enfin, il y avait cette image de Barbara, et je l'ai souvent dit à ma fille aînée Marie, elle le sait, enfin, qu'il y avait eu une petite fille avant elle, ce qui n'est pas sans poser des problèmes à nos propres enfants. Oui. Mais enfin, l'histoire de Barbara a été écrite, et j'ai écrit beaucoup de notes sur des aspects particulièrement dramatiques. Je vous en ai lu quelques passages, et tout cela est écrit. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai écrit? Eh bien, une fois de plus, pour témoigner, pour le souvenir, et probablement aussi pour moi, pour le projeter un peu hors de moi, encore que ça reste profondément ancré en moi. L'écriture a un rôle de projection, d'une certaine façon. Mais pour moi, ça n'a pas été le goût d'écrire, le plaisir d'écrire, ça a été, je le disais au début, une nécessité, une obligation d'écrire. Ces enfants, à la fin, il n'y en avait plus au camp, parce que le commandant du camp a décidé d'épurer son camp
d'images qu'il estimait défavorables pour lui. Il a fait un grand train avec les mères et les bébés qu'il a envoyés vers Bergen-Belsen en plein hiver, sans les chauds. Bergen-Belsen était un camp à typhus, et tout le long du train, les enfants sont morts, et ils s'arrêtaient de temps en temps, et les mères étaient obligées de poser les petits cadavres sur le balastre. Ça, il faut le savoir aussi. Voyez. Donc, il n'y avait plus de bébés au camp, si ce n'est quelques femmes qui étaient enceintes et qui poursuivaient, qu'ils chassaient, pour essayer de les passer à la chambre à gaz. Car les derniers mois, il y a eu une petite chambre à gaz à Ravensbrück aussi. Et c'est comme ça que 2 sur 3 des petits Français ont survécu. Elles ont accouché à la fin. Et les bébés étaient cachés parce qu'il y avait un grand désordre. Il y avait des femmes qui refoulaient des camps de l'Est et le camp grouillait de monde, ils ne contrôlaient plus. Et on a caché ces 2 bébés dans un double toit de baraque. Enfin, ils étaient sauvés miraculeusement. Donc il n'y avait plus d'enfants, si ce n'est ces 2-là et quelques autres. Et toutes les NN qui formaient une seule baraque ont été envoyées sur Mauthausen pour y être probablement liquidées. Et on a été sauvés grâce à l'intermédiaire d'une prisonnière norvégienne qui connaissait Bernadotte, chef de la Croix-Rouge. Elle a fait confiance à une Allemande qui n'était pas prisonnière mais qui était anti-nazie pour porter un message jusqu'à Bernadotte par un réseau à qui elle lui a donné les coordonnées. Et Bernadotte a convoqué Himmler, qui a trahi une fois de plus son cher ami Hitler, et ne nous a pas tués à l'arrivée. Mais à Mauthausen, quand on est arrivé au bout de 6 jours au lieu de 3 jours, parce qu'il y avait des bombardements le long du chemin, on n'avait eu que 3 jours de vivres, les femmes étaient épuisées, mais n'empêche, on est monté sous les sapins, les 5 km qui vont jusqu'au camp, et celles qui ne pouvaient plus avancer étaient abattues sur le long du chemin. Et donc on a été à Mauthausen, et là encore, ils nous ont fait travailler à une grande gare de triage qui s'appelle Amstetten, près de Linz, et qui était bombardée par les super forteresses américaines. Il y en a eu pas mal de tués là aussi. Et puis ça a été la fin, et la Croix-Rouge internationale est arrivée, et alors qu'on bombardait, on tirait de tous les côtés, le camp était quasi encerclé, presque. Enfin, il y avait les Américains, les Anglais d'un côté, les Russes de l'autre. La Croix-Rouge est passée et nous a emmenés jusqu'en Suisse, et c'est là qu'on a été sauvés. Et de Suisse, alors, celles qui étaient blessées, malades, ont été emmenées à l'hôpital, et les autres ont été soignées, épouillées, nettoyées, renvoyées en France par Annemasse, et puis on est arrivé à l'hôtel du Tessia, et on est rentré dans nos familles, c'est là que j'ai appris la mort de mon père. Marie-Jo et sa mère ont survécu à l'enfer concentrationnaire de Ravensbrück et de Mauthausen. Elles n'ont jamais été séparées pendant ces 22 mois de déportation, et c'est ensemble qu'elles reviennent à Bréa. Et je suis arrivée dans notre maison. Et là, vraiment, c'est une impression très étrange, un peu un dédoublement, car je trouvais mes vêtements d'été qui étaient là. Et c'était au printemps. J'ai remis une robe d'autrefois, des espadrilles. J'étais une autre personne. Et j'étais à la fois très proche et très loin. Je venais vraiment de ce que j'appelle un autre monde, l'autre côté de la vie. Puis alors, quand on est rentré dans la vie civile, si l'on peut dire, les gens que l'on rencontrait étaient incapables de sentir vraiment ce qu'on avait vécu. Et on me posait quelquefois des questions absolument stupides. Le genre de choses, par exemple, c'était de dire à voix basse, ma pauvre petite, est-ce que vous avez été violée, par exemple. Alors que moi, je n'ai pas connu de cas, ça a pu exister, mais le monde des SS et le monde des prisonnières, c'était 2 mondes complètement séparés. On était pleines de poux, on n'était vraiment pas appétissantes. C'était pour ça, on était des résistantes, on était des gens qui avaient beaucoup souffert, on avait eu faim, froid, ce n'était pas les questions sexuelles qui étaient en jeu. Oui. Ou alors une autre personne qui m'avait dit d'un ton compatissant, « Ah, ma pauvre petite, vous avez perdu les plus belles années de votre vie. » Ceci dit, vous voyez, moi j'ai été de celles qui ont très vite voulu parler et témoigner. Je témoigne tout le temps, je parle dans les établissements scolaires. J'ai vu peut-être plus de 2500 jeunes cette année, vous voyez. Et cela, on le fait depuis des années, beaucoup d'entre nous, toutes celles qui peuvent. Il y en a qui ne peuvent pas, qui sont bloquées. Ce que je vais vous dire part de mon témoignage vécu. Mais à travers ce que je vais vous raconter, et je ne vous dis que ce que j'ai vu moi, ça permet d'analyser l'ensemble du système nazi.
Je dis attention, jamais on n'a vu rassembler autant de crimes que dans un système raciste d'État qu'était le nazisme, et qui était annoncé dès Mein Kampf. Parce que je dis, bon, il y a pu avoir, bien sûr, des camps, des tortures, etc. Mais cela, c'était une organisation industrielle spécifique au nazisme. Quand on a vécu ce que j'ai vécu, ce sont tout de même des événements qui resteront dans le siècle, des repères horribles. Alors, quand nous étions au camp, nos camarades qui se sentaient près de la fin nous disaient, mais toi, si tu reviens, il faudra que tu parles, que tu dises tout ce que nous avons vécu pour que ça ne se reproduise jamais. Donc, à mon retour, eh bien, je portais en moi des centaines de mortes et leur mémoire, il fallait que je la transmette. Et j'ai voulu le faire. Certains de mes camarades ne pouvaient pas parler, moi je pouvais parler. Et aussi, j'ai pu écrire parce que la mémoire s'efface. Donc, dès mon retour, j'ai pris la plume et j'ai écrit tout ce que j'avais vécu, dont je me souvenais avec beaucoup de précision. Et ce sont des notes très précieuses, puisque actuellement, j'aurais peut-être oublié certains faits, mais c'est une base d'archives importante que j'ai gardée. Moi, je dis souvent, je suis universitaire, vous savez, de profession. Je suis retournée à l'université à mon retour, mais j'ai beaucoup plus appris au camp, dans le contact avec des femmes de tous les milieux, de tous les pays d'Europe, que dans mes universités après. J'ai découvert à la fois, je vous le disais pour la santé, là, ce que l'homme pouvait avoir de plus grand et de plus horrible. Et ça, je ne peux pas l'oublier. Hein. Mais j'ai appris aussi là, moi je dirais ce qui est devenu pour moi les valeurs essentielles de la vie. Que sont ces valeurs essentielles, vous voyez ? Notre solidarité, notre fraternité, la lutte pour la dignité humaine. Alors, pas étonnant que je travaille avec la Ligue des droits de l'homme, par exemple, vous voyez ? Que je défende les droits de l'enfant, c'est dans la ligne directe. Mon père était pédiatre, moi je commençais ma médecine. Bon, je suis psychosociologue de l'enfance. J'ai travaillé pour la Convention internationale des droits de l'enfant. Je dirais, je suis assaillie d'enfants de tous les côtés. Mais au retour, par exemple, une de mes angoisses, ça a justement été les enfants. Parce que quand je travaillais avec les bébés, ils mouraient tous les matins. Et tous les matins, une des 3 jeunes filles qui s'en occupait, l'autre c'était, il y avait une Yougoslave, puis une fille tchèque, on commençait le matin par emmener les petits cadavres dans nos bras, dans une espèce de cave, sous une butte, où étaient enterrés les morts de la nuit, avant qu'ils aillent au crématoire, vous voyez. Et je commençais ma journée avec ces bébés morts. Vous aviez quel âge ? Ben, j'ai eu 19, 20, 21 ans. Et pour moi, il y avait un lien avec la mort d'enfants, vous voyez. Et au fond, ce que me disait une de mes camarades, c'est d'ailleurs Geneviève de Gaulle, qui me disait, au fond, la vie souvent nous a été rendue quand nous-mêmes on a donné la vie, avec angoisse. Alors là-dessus, j'ai rencontré mon mari. Je me suis mariée, il m'a fait reprendre mes études, bon. Et puis je me suis trouvée enceinte. Et puis j'ai eu mon aînée qui était une petite fille, Marie. Et au début, c'était l'angoisse. Je me suis dit, c'est pas possible, elle ne sera pas normale, elle va mourir. Mais j'étais très angoissée et la nuit, je me réveillais pour aller voir si elle n'était pas étouffée, etc. C'était une période un peu difficile. Puis l'année d'après, j'ai eu une deuxième petite fille. Puis après, j'ai encore eu 2 garçons. Et la vie a repris. On est porteur d'une histoire, d'une mémoire et des messages pour aujourd'hui. Nous disons souvent mémoire pour le présent et pour demain. C'est pas pour nous enfermer dans le passé.